Bonjour à tous, bienvenue dans le débat du jour. Aujourd'hui, je reçois Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Bonjour. À quoi ressemblera la rentrée scolaire 2018 à 4 semaines du jour J? Jean-Michel Blanquer nous donne une photographie de ce qui changera pour nos enfants. Plus d'évaluation, plus d'internat, un plan mercredi et pas de portable. Quel bilan en un an? Justice sociale, confiance, retour de l'autorité des fondamentaux, priorité totale à l'école primaire avec le dédoublement des classes de CP. Quelle est cette méthode de travail Blanquer qui fait consensus à droite comme à gauche? L'éducation nationale a-t-elle les moyens de ses réformes? Comment notre système éducatif fera face aux défis de demain? À la fin de ce quinquennat, l'école aura-t-elle réellement changé pour nos enfants? Voici toutes les questions qu'on tentera de se poser avec vous, Jean-Michel Blanquer. C'est l'été. On va prendre le temps de l'expression, le temps de la discussion. D'abord, vos vacances, c'est pour quand? Je vais commencer à en prendre là, en cette fin de semaine. Et combien de temps? Jusqu'au 21 août. Veille on va avoir, il va à l'avant-veille du Conseil des ministres. Et puis j'irai dans un endroit qui s'appelle Ludovia, juste avant le Conseil des ministres, dans le sud de la France, en Ariège, pour parler de l'école et les grands enjeux du numérique. Avant de développer ces titres, une petite question d'actualité. Grande journée de commémoration aujourd'hui à Amiens. Theresa May est sur place, le prince William est sur place, tout le monde est sur place. Pas d'Édouard Philippe, pas de président Macron. Faute diplomatique, faux pas, une erreur? Non, pas du tout. D'abord, il y a Florence Parly qui représente le gouvernement français. Et donc, en tant que ministre des Armées, elle est évidemment parfaitement bien placée pour nous représenter. Il y a beaucoup de commémorations autour de la guerre de 14-18 et bien entendu, le président et le Premier ministre seront dans plusieurs de ces commémorations. C'est une commémoration qui est importante puisque la bataille d'Amiens a eu un rôle essentiel dans la fin de la guerre de 14-18, mais c'est tout à fait normal que le gouvernement soit représenté par la ministre des Armées. Comment avez-vous vécu à l'intérieur l'affaire Benalla, les secousses de l'affaire Benalla en tant que ministre de l'Éducation? Je dirais de deux points de vue. C'est-à-dire, d'une part, d'un point de vue institutionnel, finalement, ça montre que la France est un État de droit qui fonctionne, puisque l'ensemble des institutions parlementaires et judiciaires ont été mises en fonction à partir du moment où quelque chose d'anormal a été signalé. Et puis, deuxièmement, une dimension un peu de disproportion, c'est-à-dire disproportion médiatique par rapport à l'événement. Je pense qu'il y a on a des enjeux énormes par rapport à l'avenir, tout simplement, que ce soit l'avenir de la France ou l'avenir du monde. Et je pense qu'il faut garder à chaque sujet l'importance qu'il a. Il y a eu quelque chose de mal qui s'est passé. Il faut désormais qu'il y ait des sanctions qui correspondent à cela. Mais on n'est peut-être pas obligé non plus d'essayer de faire autant de mousse avec si peu de savon, comme l'a dit un député. En tout cas, des sanctions qui correspondent. Nous sommes en pleine vacances, monsieur le ministre. Hier, vous étiez dans le Jura. Vous défendez la justice sociale. Et en pleine vacances, en général, c'est l'injustice sociale. Les enfants qui ne partent pas en vacances, qu'est-ce que vous faites pour eux? Qu'est-ce que fait le gouvernement pour ces enfants, ces jeunes? Je pense que c'est un des principaux sujets de société, finalement, puisque les vacances, c'est important pour tous les enfants. On sait bien que c'est un facteur d'épanouissement. Et puis, nous devons avoir une vision globale du temps de l'enfant. L'enfant, il va à l'école, mais ensuite, il est en famille. Il joue, il a des activités périscolaires, des vacances. On doit avoir une vision d'ensemble de ce qu'est la vie d'un enfant et d'un adolescent au XXIe siècle. Et donc les vacances en font partie. Et depuis toujours, il y a une inégalité de ce point de vue-là, puisqu'on a une partie des enfants, pratiquement un quart des enfants qui ne partent pas en vacances, autour de 3 millions d'enfants. Ça n'est pas normal, on doit faire tout ce que l'on peut pour que ça change. Comme je suis aussi ministre de la jeunesse et de la vie associative, je suis très mobilisé pour que ça change. Et c'est pour ça que ces derniers temps... Alors, ça doit changer d'abord grâce aux actions de terrain. Et d'abord, on doit souligner tout ce qui est fait de très positif depuis de nombreuses années par le monde associatif et par les collectivités locales. J'étais dans les Landes récemment, j'ai été en Ardèche, j'étais dans le Jura hier encore, pour à la fois souligner et encourager l'ensemble des activités qui sont réalisées au service des enfants, notamment des milieux les plus défavorisés, notamment pour tout simplement profiter de notre pays. Notre pays a des atouts incroyables. Regardez les 3 départements que je viens de citer. Ce sont des départements où vous avez des beautés incroyables, vous avez la possibilité de faire à peu près tous les sports. Non, mais la France, elle est merveilleuse. La seule chose, c'est le lien, effectivement, entre ces mamans, souvent monoparentales, qui n'ont pas les moyens d'emmener leurs enfants en vacances et qui gardent l'enfant enfermé parce qu'ils n'ont pas les moyens, effectivement, uniquement peut-être grâce aux associations, de les emmener en vacances, découvrir cette belle France. Exactement. Est-ce que l'État va aider un peu ces familles, en plus
des associations? Oui, je pense que beaucoup de choses reposent sur les associations, les collectivités locales et l'État. Et les familles ne savent pas toujours aussi toutes les possibilités qu'il y a. Et manque d'informations. Donc un grand travail qu'on doit faire, c'est déjà un travail de communication. Par exemple, cette année, nous avons essayé de promouvoir les colonies de vacances, alors même que les colonies de vacances sont un petit peu en baisse quant à leur fréquentation. Or, c'est un lieu d'épanouissement, c'est un lieu de mixité sociale aussi. C'est aussi des associations comme les scouts, j'ai été les visiter aussi, et ils sont tout à fait en capacité d'accueillir plus d'enfants. Et donc on doit aller plus vers les familles pour leur expliquer toutes les possibilités. Et puis bien entendu, l'État joue son rôle, le jouera encore plus dans le futur, c'est bien pour cela que je me mobilise autant. Et puis en faisant un lien entre cet enjeu des vacances avec d'autres moments extrascolaires ou périscolaires pendant l'année. Je pense en particulier au plan mercredi qui va commencer à la rentrée prochaine. Alors justement, à quoi ressemblera cette rentrée 2018? Restons sur le plan mercredi. Ça va être quoi? Qu'est-ce qui va changer le mercredi pour nos familles, pour nos enfants? Le plan mercredi, c'est un plan de soutien aux communes pour que les communes offrent aux enfants, notamment aux enfants des écoles primaires, des activités riches, épanouissantes, utiles, le mercredi, que ce soit le mercredi matin ou le mercredi après-midi. Activités sportives, culturelles? Exactement. Le sport, la culture, la nature sont les trois piliers. Nous avons aujourd'hui des enfants qui sont trop souvent rivés sur leurs écrans. Nous avons besoin de leur faire découvrir leur environnement immédiat, que ce soit la nature, la culture et notamment le patrimoine, les musées, tout ce qui est autour d'eux et qui est si riche en France aussi. Et puis, de façon générale, la nature, la culture et le sport. Et ça va être pas trop cher ou bien ça va être... Non, l'objectif est que ce soit la plupart du temps abordable, gratuit. C'est pour ça que le soutien de l'État va doubler pour les communes en la matière. Et c'est pour cela aussi que le plan mercredi, c'est aussi un label de qualité, c'est-à-dire que l'Éducation nationale, mais aussi le ministère des Sports, le ministère de la Culture, le ministère des Affaires sociales vont être en soutien des communes pour les propositions qu'elles peuvent faire. Et nous serons évidemment très attentifs, notamment aux communes rurales et aux communes des périphéries des grandes villes, pour que dans ces lieux où il n'y a pas toujours une offre très forte le mercredi, mais cette offre devienne plus importante. Donc à la rentrée 2018, un plan mercredi, voilà ce qui change. Autre nouveauté, l'interdiction du téléphone portable à l'école. Promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Comment la nouvelle est-elle accueillie? Quel est vraiment l'impact de ce texte? On va commencer par ce reportage. Les explications de Valérie Aknin, Olivier Gangloff et Sacha Robin. Et on commente juste après. Sortir son téléphone portable de sa poche pour prendre des photos ou envoyer des SMS, un geste que les collégiens et certains lycéens devront oublier au sein de leur établissement. Mais qu'en pensent les principaux concernés? Je trouve que c'est bien, mais en même temps, ils devraient peut-être nous les mettre à disposition pendant les récréations, parce que si on a des choses importantes à faire ou à appeler quelqu'un... Interdire complètement, je trouve ça abusé. Qu'au moins, ils laissent un peu de temps, par exemple 15 minutes dans la journée, ça suffit. Ça me dérange pas parce que déjà on n'y avait pas le droit en fait. Et c'est-à-dire qu'on pouvait venir avec un téléphone mais il fallait qu'il soit éteint. Depuis 2010, la loi prévoit déjà l'interdiction des portables durant toute activité d'enseignement. En réalité, dès la rentrée, l'utilisation du portable sera possible uniquement pour usage pédagogique. Dans les écoles et dans les collèges, ça ne change strictement rien. La loi permet en fait davantage l'autorisation du téléphone portable qu'avant. Actuellement, le téléphone portable est interdit pendant les activités d'enseignement et avec la nouvelle rédaction, il pourra être autorisé par le règlement intérieur pendant les activités d'enseignement. À travers ce texte, le ministre de l'Éducation nationale souhaite surtout faire passer un message, éduquer les plus jeunes à un usage responsable et éclairé des outils numériques. Alors Jean-Michel Blanquer, c'est abusé? Non, je ne crois pas. Je crois que on a aujourd'hui là encore une vision complète de ce temps de l'enfant. La question de l'addiction aux écrans est un vrai sujet de société. C'est d'ailleurs un sujet pendant les vacances. Je suis sûr que parmi ceux qui nous regardent, il y a des problèmes pour justement dire aux enfants d'arrêter d'être trop sur un écran. Les enfants sont même sur souvent déscolarisés parce qu'ils dorment à l'école, parce qu'ils passent la nuit sur leur portable. On sait que c'est très négatif que ça... Par exemple, vous avez une baisse de l'activité physique et des activités de lecture à partir de la classe de 6e, constatée chez tous les enfants, en France comme d'ailleurs dans d'autres pays. Mais vous pensez que l'interdiction du téléphone à l'école va arriver à résoudre ce problème? C'est certainement pas la seule mesure à prendre. Vous savez, comme sur tout sujet, il n'y a jamais une seule solution. Il y a une palette de choses à faire. Parmi ces choses à faire, il y avait l'interdiction du téléphone portable. Par rapport à ce qui est dit dans le reportage, je voudrais, et certaines réactions qui ont été dites, je voudrais quand même réagir, parce que d'abord,
Oui, il y avait déjà une loi, mais La loi de 2010 parlait simplement d'interdiction dans la classe, et puis laisser aux établissements la possibilité de l'interdire au collège, de l'interdire en dehors de classe. Désormais, la loi dit bien que c'est interdit aussi bien dans la classe que pendant la récréation. Et puis elle prévoit des exceptions. Donc d'abord l'usage pédagogique, parce que ça peut être utile parfois, si le professeur l'explicite, d'utiliser son téléphone portable. Et puis, par exemple, le cas des élèves handicapés qui peuvent en avoir besoin pour tel ou tel usage. Il peut y avoir des cas d'urgence, etc. Donc nous avons donné un cadre juridique beaucoup plus clair, parce que si vous voulez, en matière numérique, on doit être à la fois défensif et offensif. Oui, parce que ce n'est pas une mise à l'écart des évolutions technologiques, parce qu'on peut le prendre comme ça aussi. Se dire qu'il n'y a pas de téléphone, ça veut dire qu'on ne vit pas avec son temps. C'est ça. Et donc, bien entendu, ce n'est pas du tout l'esprit. L'esprit, c'est à la fois d'être défensif et offensif. Défensif parce qu'on doit protéger nos enfants contre toute une série de choses. C'est le cyberharcèlement, c'est la pornographie disponible sur Internet. C'est tous ces sujets, c'est les protections de données. Tous ces éléments, nous devons y être très attentifs et l'éducation nationale doit être extrêmement vigilante et c'est ce que je fais. Et puis il y a les éléments qu'on peut appeler offensifs, c'est-à-dire ce qu'il y a de positif dans les nouvelles technologies. Donc par exemple l'usage pédagogique des outils connectés comme les téléphones portables, toutes les possibilités qu'offre Internet aujourd'hui en matière d'éducation. Et ça, au contraire, nous allons l'accompagner. C'est même au travers de la réforme du baccalauréat une série de révolutions qui vont se passer, puisque vous allez avoir pour la première fois ce qu'on appelle les sciences informatiques qui vont être présentes en tant que discipline au lycée. Donc, bien entendu, on doit vivre avec notre temps, mais avec discernement, en distinguant les effets négatifs et les effets avec positifs. Maîtrise. Mais comment ça va se passer dans les établissements? On va confisquer, on va mettre les téléphones dans un casier, on va les mettre dans le cartable. Comment ça va se passer concrètement? L'enfant aura le téléphone dans la poche, il peut le sortir? Oui, chaque établissement aura une marge de manœuvre dans la mise en œuvre de la mesure. En particulier, ça pourrait être souvent soit le laisser tout simplement éteint au fond du cartable, soit avoir des casiers si l'établissement et la collectivité locale responsable le souhaitent. D'autres pays le font. Je pense par exemple à la Corée du Sud ou à la Finlande. Et c'est une solution que pour ma part je préconise chaque fois que c'est possible, puisque ça permet vraiment de laisser de côté le téléphone pendant le moment où on doit être soit concentré, c'est la classe, soit en interaction avec les autres, tout simplement en interaction avec les autres êtres humains, et c'est la cour de récréation. Oui, ils pourront les récupérer justement pendant la cour de récréation s'ils le veulent. Pas sûr, non, ça dépend des établissements. Il faudrait que les circonstances le justifient. Alors, parmi ce qui va changer à la rentrée, plus d'évaluation. C'est-à-dire que là, nos enfants qui vont rentrer au CP seront évalués en septembre, seront évalués en janvier-février, seront évalués au CE1, seront évalués en 6e. Mais ça fait peur, toutes ces évaluations? Non, parce que le mot évaluation en lui-même ne doit pas faire peur. Ça veut dire quoi alors? D'abord, on s'évalue toute la journée. Là, c'est les vacances. Les gens font des mots fléchés, des choses comme ça. Vous évaluez. Ça ne va pas être des mots fléchés en septembre pour les enfants de CP. C'est quelque chose qui peut être assez, pour les enfants de CP, c'est assez ludique la façon dont c'est conçu. Donc, si vous voulez, c'est pas une note, c'est pas quelque chose qui est fait pour sélectionner, exclure ou quoi que ce soit. C'est fait au contraire pour aider. C'est-à-dire qu'en début de CP, on veut voir où en sont les enfants, parce qu'il y a un certain nombre de choses que les enfants ont déjà acquis par notamment l'école maternelle et leur environnement en général. Vérifier leur niveau d'acquisition. On doit avoir une photographie de leur niveau en début de CP. Ça, on l'a déjà fait en septembre dernier, simplement on le fait d'une manière encore plus robuste et scientifique, de façon à avoir une idée claire de là où en est l'enfant, de façon à l'aider. Parce qu'il se passe au cours des premiers mois du cours préparatoire des choses absolument décisives pour la suite de la vie de l'enfant. C'est le moment où l'acquisition des savoirs fondamentaux en matière de lecture et d'écriture en particulier, mais aussi de calcul, doit survenir. Parce que si ça survient trop tardivement, c'est qu'il y a des problèmes et que ces problèmes, il faut les régler le plus tôt possible. Donc c'est dans ce cadre-là... Ça sera un outil en fait pour les enseignants. Absolument, ce sera un outil. Qui vont après apporter des réponses aux enfants. Exactement. Pendant l'année. C'est pour ça que nous mettons l'accent aussi sur la formation continue des professeurs de CP. C'est pour ça que nous mettons autant l'accent sur le CP. Vous savez, j'ai utilisé l'expression 100% de réussite en CP et priorité absolue au primaire, parce que nous devons être très attentifs à l'école maternelle, au CP et au CE1, à ces moments du début de la vie où on doit faire prendre un bon départ à tous les enfants. Et si on veut vraiment lutter contre les inégalités sociales, si on veut la justice sociale dans notre pays, eh bien le premier facteur sur lequel on doit agir, c'est celui-là. Et c'est pourquoi je suis si concentré sur ce sujet. Et par-delà toute une série de considérations, pour moi, ce qui compte, c'est d'arriver à cet objectif. Lire, écrire, compter, respecter autrui. Respecter autrui. Autre nouveauté pour cette rentrée, les internats. Alors, ce n'est pas plus d'internats, mais c'est la transformation des internats. C'est-à-dire, pour vous, voir les internats comme un internat liberté et pas comme internat prison. C'est ça. Oui, c'est tout à fait l'idée. C'est lutter là aussi contre les inégalités. Oui, bien sûr. Et là, ça concerne les jeunes plus âgés, évidemment, les collégiens et les lycéens. Mais il est évident que parfois les enfants n'ont pas, ou les adolescents,
quelle que soit leur classe sociale d'ailleurs, n'ont pas forcément les conditions chez eux pour bien travailler. Mais là, ça va être aussi sur la base du volontariat. Oui, bien sûr, on ne peut pas imposer à quelqu'un d'aller à l'internat, mais par contre, on doit avoir une offre d'internat très diverse en France, très diverse géographiquement. C'est un des éléments de rebond de la ruralité que l'on peut souhaiter, c'est d'avoir des internats en milieu rural qui permettent d'attirer des enfants qui ont besoin de l'internat, qui ont besoin de s'épanouir d'une autre façon, d'avoir un cadre bien réglé et aussi d'avoir des opportunités qu'ils n'ont pas chez eux, en matière sportive, en matière culturelle de nouveau, en matière de découverte de la nature. Et donc nous allons, avec les collectivités locales, c'est-à-dire les conseils départementaux et les conseils régionaux, travailler de plus en plus au développement de ces internats et j'en parlerai à la rentrée. Derrière toutes ces réformes, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a quelqu'un qui a démissionné? Les parents? Les enseignants? Qui est-ce qui ne fait pas bien son travail? Non, je pense qu'on est entré dans une société tout à fait différente depuis un certain nombre d'années, avec le 21e siècle, notamment avec le développement des technologies. Cela fait que, par exemple, les comportements des enfants évoluent, cela fait que notre environnement change, qu'il y a à la fois de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités, de nouveaux périls aussi, et que l'école doit prendre en compte cela. Et elle doit le faire non pas en courant après tous les changements, mais au contraire en définissant ce cadre à la fois calme, serein, ordonné, structuré, progressif, qui permet à chaque enfant d'avoir son parcours personnalisé. C'est pourquoi, par exemple, on insiste tant sur l'accueil des élèves en situation de handicap, parce que si l'école est capable de bien accueillir chaque élève avec ses particularités... Justement, comment ça va se passer, l'école inclusive, à partir de la rentrée de septembre? Est-ce qu'il y aura une évolution? J'ai un enfant sourd, j'ai un enfant handicapé. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je pourrais obliger, par exemple, une école, une classe, à prendre mon enfant sourd ou handicapé physique, moteur? Le cap est très clair, c'est celui de l'école inclusive, c'est-à-dire une école capable d'accueillir tous les enfants, quel que soit leur handicap. Bien entendu, quand il y a des handicaps très lourds, il y a un lien à faire avec les institutions médico-sociales. Et donc chaque cas est particulier. Depuis plusieurs années, depuis une vingtaine d'années, la France a fait des progrès importants en la matière. Mais nous devons progresser davantage encore. C'est pourquoi, avec la secrétaire d'État en charge du handicap, Sophie Cluzel, on a préparé un plan pour cette rentrée qui permet d'abord d'embaucher plus de personnes sur des contrats plus robustes, ce qu'on appelle les accompagnants d'élèves en situation de handicap, les AESH, il y en aura 10 000 de plus à la rentrée. Et puis aussi, on va former davantage à la fois ces personnes, mais aussi de façon générale les professeurs, de façon à ce qu'ils ne soient pas démunis devant des situations qui sont parfois des situations complexes. Mais en tout cas, ce qui est très important, c'est que chaque élève se sente bien à l'école. On parle des élèves en situation de handicap, mais c'est vrai de tous les élèves. Notre capacité à personnaliser les parcours, c'est ça aussi l'école du XXIe siècle, et en co-responsabilisant l'école et les parents. Parce qu'une école qui va bien, c'est une école que j'appelle l'école de la confiance, c'est-à-dire qui marche avec les enseignants, les parents et les enseignants élèves, se parlent, la société. Le bac 2021, la réforme du bac, ça va commencer dès cette année aussi, les secondes. Qu'est-ce qui va changer pour un élève de seconde qui ira au bac en 2021 ? Très rapidement. Alors, les grands changements seront surtout pour eux à la rentrée 2019 quand ils seront en première, mais dès maintenant, il y a des petits changements en 2018 avec un test de positionnement en début de seconde pour voir justement où on en est en niveau de français et de mathématiques, de façon à ce qu'il y ait une aide personnalisée qui se déclenche pour les aider. Et puis vous aurez aussi 54 heures pendant l'année consacrées à l'orientation pour que les jeunes puissent connaître mieux les métiers de l'avenir, les formations qui s'offrent à eux. Et donc une vision plus en continuum de l'orientation leur sera proposée. Un mot sur Parcoursup, ce n'est pas forcément votre portefeuille, mais 17 000 bacheliers attendent toujours. Peuvent-ils espérer pour la rentrée qui arrive ? Alors, sur ces 17 000, il y en aura été 10 000 qui sont des bacheliers de cette année. La plupart ne sont pas d'ailleurs des bacheliers généraux. Donc il faut bien rappeler à quel point l'immense majorité des élèves ont eu leur réponse aujourd'hui au moment où nous parlons. Mais pour ceux qui restent, il y a un suivi personnalisé qui a lieu. Vous avez les commissions Parcoursup qui ont lieu, qui vont continuer à travailler tout au long du mois d'août et début septembre, la rentrée, de façon à ce que nous proposions à chacun une solution. Il y a incontestablement eu une amélioration au travers de Parcoursup et nous devons évidemment on être suivra très attentifs ça. pour ceux qui ne sont pas encore affectés. On suivra ça de près. Monsieur le ministre, ça fait 1 an que vous êtes au pouvoir. Quel est votre bilan au bout d'1 an? Vous avez commencé justement ce fameux dédoublement des classes de CP. Est-ce que vous avez évalué ce que ça a apporté concrètement à nos enfants à l'école? Alors évidemment, l'éducation est une affaire de durée. Il y a des graines que l'on sème et qui prennent un certain temps, mais il y a aussi des choses que l'on arrive à faire à court terme. Le dédoublement des classes de CP est la pointe avancée d'une politique générale pour l'école primaire, de façon à ce que tous les enfants de France aient acquis les savoirs fondamentaux. Nous avons réussi à le faire dès la rentrée dernière et nous continuons plus fort à la rentrée
prochaine. Quand la mesure sera mûre, c'est-à-dire l'année prochaine, c'est 300 000 enfants par an qui seront concernés chaque année. Donc c'est considérable et c'est ce qui permet d'avoir ce bon départ dans la vie qui est essentiel. Mais nous avons fait aussi cette année l'opération Devoirs faits dans les collèges, qui permet à tous les collégiens qui le demandent de faire leurs devoirs au collège, dans des heures de travail spécifiques. Ça, c'est un point très important, de justice sociale aussi. Ça va continuer aussi. Et la réforme du baccalauréat à laquelle vous avez fait référence, nous l'avons enclenchée. Beaucoup de gens disaient que c'était impossible, infaisable, insurmontable. Nous l'avons fait. Maintenant, nous la déroulons au cours des 3 prochaines années. Et donc, vous le voyez, toute une série de choses se sont enclenchées pour l'évolution de l'école de la République. Et tous ces éléments sont faits pour avoir, je veux dire, une vision qui rassemble d'abord les Français autour de leur école, parce que c'est très important, qui montre de l'espoir, parce que nous devons avoir des discours d'avenir pour nos enfants. Je pense Bien sûr, et très puis sur le long terme. Et nous devons avoir aussi un discours de soutien à l'ensemble de nos professeurs et de nos personnels de l'éducation nationale. D'où la réforme de la formation des professeurs qui aura lieu, d'où l'attention que je porte aux enjeux de vie scolaire, de respect des professeurs, qui sont de la part de la société tout entière, de relations parents-professeurs aussi. Tous ces enjeux font l'école de la confiance, qui évidemment ne se réalise pas en un jour, mais qui avance mesure après mesure. Vous redoublez d'annonces sans vraiment susciter de réactions critiques. Il y en a quand même. Il y en a, pas beaucoup. Sûr, mais quelle est la méthode Blanquer? Est-ce que, parce qu'on reproche souvent à ce gouvernement d'avoir un manque de pédagogie, est-ce que vous, votre clé, c'est pas justement faire de la pédagogie? Vous avez sorti plusieurs livres déjà depuis que vous êtes là. Certains se demandent d'ailleurs si vous les écrivez vous-même ou bien est-ce que vous prenez le temps de les écrire. Je me lève tôt et je les écris. Mais et surtout, c'est quoi votre clé pour pouvoir arriver à réformer ce qu'on appelait à l'époque le mammouth? Je pense que ce qui est important, c'est d'être très pragmatique et concret, c'est-à-dire de partir de faits réels, d'observations de terrain. C'est pour ça que j'attache de l'importance aussi aux études scientifiques, aux comparaisons internationales qui existent sur l'école. C'est aussi pour ça que j'attache de l'importance aux visites de terrain qui me permettent de savoir des choses. Et donc, quand vous partez des réalités, ces réalités, vous les partagez avec les gens. Les professeurs savent bien que quand je parle des savoirs fondamentaux et des faiblesses que nous avons en la matière aujourd'hui, les professeurs de l'école primaire comme du second degré savent de quoi je parle. Certains critiquent quand même une absence de concertation avec le corps enseignant. Certains syndicats. Bien sûr, vous aurez toujours des gens pour dire ça, de même que un syndicaliste a dit quelque chose d'erroné dans votre interview aussi. Et ça, c'est leur droit démocratique de le dire. Mais de la concertation, il y en a. J'ai reçu, par exemple, pour la réforme du baccalauréat, j'ai reçu à plusieurs reprises tous les syndicats. Nous avons enclenché une réforme de l'enseignement professionnel, qui est une de mes plus importantes priorités, ma deuxième priorité après l'enseignement primaire. Elle a été faite après avoir beaucoup écouté les syndicats. Donc, non, bien entendu, il y a de la concertation. D'autres critiques aussi, puisqu'on est en train de terminer. Souvent, on dit que beaucoup de réformes, beaucoup d'avancées, mais avec quels moyens? Est-ce qu'il y a une augmentation de moyens? Est-ce qu'on a les moyens de cette réforme, de cette révolution de l'éducation? Oui, bien sûr. D'abord, nous avons une allocation des moyens qui continue à augmenter année après année pour le budget 2018 comme pour le budget 2019. Mais là, ce qui me paraît très important, c'est que nous réussissions à consacrer ce qu'il faut à l'éducation en France, et qu'à l'intérieur du budget de l'éducation, qui est important, qui est le premier budget de la nation et de loin, eh bien, nous sachions avoir une approche qualitative, de façon à ce qu'on ne soit pas toujours focalisé uniquement sur la question des moyens, mais sur la manière dont nous les utilisons. Si nous formons mieux nos professeurs... Justement, quelle réflexion pour les enseignants? Quelle réflexion vous menez en ce moment pour les enseignants, pour les professeurs? Par exemple, être beaucoup plus en soutien lorsqu'ils sont dans les territoires défavorisés. C'est la prime à 1 000 € que nous avons pour les enseignants, qui sera effective dès la rentrée prochaine et que nous allons faire évoluer pour que nous ayons une nouvelle vision de l'éducation prioritaire. Une vision de l'éducation prioritaire où on encourage la réussite, où on fait en sorte qu'on ne stagne pas dans des situations, mais au contraire, on fait évoluer les situations. Le travail d'équipe aussi, c'est quelque chose de très important. Vous savez, une des choses qui nous mine de façon générale à l'école comme dans la société, c'est l'individualisme. C'est le fait de travailler de façon cloisonnée. Nous, ce que nous promouvons, c'est le travail d'équipe, l'esprit d'équipe aussi. Et si dernière question, Monsieur le Ministre, parce qu'on a terminé, répondez-moi très brièvement, mais je veux vous la poser. L'obligation de l'école à l'âge de 3 ans, est-ce que c'est vraiment révolutionnaire, puisque 97% quand même des enfants sont déjà scolarisés à 3 ans? Oui, non, très rapidement. C'est très important. Oui, c'est révolutionnaire, parce que même 3%, ça fait 25 000 enfants. Et 25 000 enfants qui ne vont pas à l'école maternelle, c'est 25 000 enfants qui vont prendre un retard qui ensuite sera très difficile. Et donc c'est aussi l'occasion de dire à quel point l'école maternelle, c'est absolument fondamental. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. L'avenir de notre pays se joue à l'école. Merci Jean-Michel Blanquer. Restez avec nous sur CNews.